Eh bien, écoutez, bienvenue sur ce podcast. Thibaut, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et juste pour expliquer un petit peu le principe de ce podcast, parce que là, c'est le premier épisode, l'idée derrière ce podcast, ça va être vraiment d'expliquer la racine vraiment du succès, l'homme derrière l'entrepreneur. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains réussissent et d'autres non? D'expliquer vraiment l'envers du décor, qui est souvent pas fait. On a tendance à montrer à chaque fois une fois que les gens ont réussi, mais on montre pas le chemin. Nous, on est assez sans langue de bois là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, à force de discuter ensemble, d'avoir des super discussions où on parlait pendant des heures, je me suis dit, bah, tu sais quoi, ça pourrait aider des gens. Pourquoi ne pas en faire un podcast? Et voilà, le podcast est sorti et le premier épisode, c'est aujourd'hui. Salut Thibaut, ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que tu fais, qui tu es? Hello Jeff. Alors je vais essayer de faire court. Moi je suis entrepreneur mais plutôt indépendant. Donc je travaille seul avec des sous-traitants dans le milieu de la communication et du marketing. Ok? Moi mon job c'est d'accompagner les boîtes à être visibles dans un premier temps, à augmenter leur chiffre d'affaires et à avoir finalement une vision stratégique et un vrai ADN de branding créé. Ok? Ça c'est pour la première étape. Et pour la seconde, je suis un grand passionné d'économie de finance. Et j'adore tout ce qui est spéculation et gestion de portefeuille, d'investissement et de trading sur le marché du Forex et des matières premières. Ok. Hyper intéressant d'ailleurs, j'ai préparé quelques petites questions là-dessus, puisque c'est un peu toi le spécialiste là-dessus. Juste pour me présenter brièvement aussi, que les gens sachent, moi pour le coup, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette plutôt sales, où je vais accompagner des teams de vente, donc je vais former des teams de vente, je vais les accompagner, et je vais avoir une team de vente externalisée pour des gens qui font par exemple des challenges, des webinaires, ou qui ont besoin de sales qui sont à la fois bienveillants et performants. Donc ça, c'est la première casquette. La deuxième casquette, c'est plus en mode consultant business, donc un accompagnement où vraiment pendant 6 mois, je vais aller me mettre comme l'associé de la boîte pour vraiment aller travailler tout ce qui est marketing et vente et faire en sorte que le chiffre d'affaires explose sur les 6 mois. Je m'engage sur les résultats pour que vraiment derrière, la personne soit autonome et n'ait plus besoin de moi. Voilà, grosso modo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, toi, tu as dû déjà entendre 15 fois ma présentation. Mais Mais j'aime toujours l'entendre, Jeff. J'aime toujours l'entendre. voilà un peu pour l'idée. Une question qui revient souvent et que j'aimerais bien qu'on aborde ensemble, c'est quelles caractéristiques t'a vraiment aidé à devenir entrepreneur? Et ce qui sera intéressant dans un deuxième temps, c'est voir si cette caractéristique t'a pas limité par la suite, tu sais? Quelque chose qui t'a aidé au départ et qui par la suite t'a peut-être limité. Déjà, en fait, à la base, c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à dire que j'étais entrepreneur. Euh, je pense un syndrome de l'imposteur qui nous habite beaucoup, pas Ok. tous, mais moi en tout cas. Euh, Entrepreneur, dans ma tête, ça signifiait avoir une grande entreprise, une équipe, du personnel. C'est pas forcément le cas. Euh, mais en ce qui me concerne, déjà, je suis consultant. Hmm. Donc, c'est une sorte d'entrepreneuriat, mais je suis consultant. Euh, Tu peux revenir juste à ta question de base, Jeff. Ouais. En fait, quelle caractéristique tu dirais t'a vraiment aidé à devenir entrepreneur, mais t'a ensuite limité? Euh, Elle n'est pas je évidente, pense hein. que la caractéristique, elle n'est pas évidente, mais je pense que la caractéristique qui m'a dirigé vers l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'esprit de liberté. Ok. J'ai jamais en fait aimé rentrer dans un cadre fixe qu'on m'impose et juste devoir répondre à des règles auxquelles on pose pas de questions. Je suis toujours sorti du cadre pour voir plus haut. Et je pense que c'est clairement ça qui m'a amené vers l'entrepreneuriat, cet esprit de liberté, de créativité sans fin. Ok. Ça veut dire en fait, tant que tu as une idée, tu peux mettre des choses en place, tu peux aller confronter ton idée sur le terrain. Euh, Liberté, créativité, c'est vraiment deux mots qui me caractérisent bien. Je n'aurais pas pu, je pense, exploiter ces caractéristiques en tant que salarié, en tout cas à fond, Ouais, où intéressant. je me serais senti bridé, je me serais senti dans l'obligation de continuer de suivre des règles, alors que parfois, en fait, j'ai envie de les modifier, les règles. J'ai envie de les faire évoluer, j'ai envie de leur donner du sens, j'ai envie de comprendre pourquoi je les fais, et juste être un bon petit soldat qui opère. Moi, en tout cas, ça ne me correspondait pas trop. Mhm. Euh, et pourquoi c'est devenu une sorte de problème, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que on se sent jamais au bout, on se sent jamais abouti. Il y a toujours cet aspect de purée, qu'est-ce que je vais pouvoir venir
améliorer, performer, gagner du temps. Et donc, en fait, tu arrives dans un tunnel où tu vois jamais le fond. Et je pense que c'est ça qui est chouette aussi. Mais d'un autre côté, tu te sens pas toujours avancer comme tu veux. Ça peut créer un peu de frustration. Tes idées, quand tu les confrontes sur le marché, il y a toujours le lot de complexité. Et donc, tu te remets en question. Tu as des phases de doute, tu as Ouais. des phases de remise en question. Donc, je pense que c'est un petit peu la partie qu'on doit accepter dans dans ce cadre de vie. On est passionné, on est drivé par quelque chose qui nous pousse. Et d'un côté, il y aura toujours peut-être un petit aspect de frustration et de travail non terminé qui nous habite honnêtement presque tous, Mhm. de ce que je vois, de ce que je constate autour de moi. Intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Si Moi, j'ai répondu. ouais, merci beaucoup pour ta réponse, c'est hyper intéressante. Moi, c'est parti d'une blessure, en fait, l'entrepreneuriat. Moi, pour le coup, si tu veux, j'ai été beaucoup bully quand j'étais jeune, tu vois. Genre, j'ai jamais le terme harcelé, je crois. Ouais, harcelé, le terme français. Ah, ok. Quand j'étais jeune à l'école, et franchement, pour moi, l'école n'a pas du tout été une bonne expérience, hein. C'est-à-dire que j'ai des parents qui m'avaient un peu élevé dans une bulle de bienveillance, tu vois. Même s'ils avaient leurs défauts, franchement, ils avaient des belles valeurs. Et par contre, l'école, alors que j'allais dans une école, tu sais, catholique, machin, tout ce que tu veux, école privée, c'est le pire de ma vie, quoi. Les profs qui étaient vraiment mais toxiques, les élèves encore pire, enfin vraiment, voilà, tu connais, hein. Tu La te faisais cruauté. démonter à l'école, quoi. Les Ah ben ouais, profs, les franchement, bah, élèves. verbalement surtout parce que c'était une école assez sévère, tu sais, c'était une très bonne école, donc c'était assez sévère là-dessus, mais c'était plus verbal en Les fait. écoles catho sont toujours un peu Ouais, c'est plus ça. strictes, j'ai l'impression. Et harcèlement, ouais, grave de ouf. Et même les profs qui étaient pas sympas, enfin vraiment, ouais, pas une bonne ambiance, clairement. Des humiliations publiques par les profs, enfin des dingueries, quoi. Et aujourd'hui, tu vois, tu pourrais foutre un procès, tu vois, pour ce qui s'est passé. Mais bon, toujours est-il que ça m'a un peu construit. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait créé une blessure en moi où j'avais toujours besoin de prouver ma valeur, tu vois. Besoin de prouver que j'étais capable. En fait, je crois que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est parti de cette blessure-là, en mode, ben, je vais vous montrer, bande d'enfoirés, tu vois. Tu vois, ce que je suis capable de faire, tu vois. Et Vous me sous-estimez? ouais, c'est ça, exactement, c'était trop ça. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que il y avait une phase de ma vie, c'est quand j'ai commencé à avoir un peu de succès, tu vois. Bon, toute proportion gardée, hein, par rapport à certains, je suis ridicule, mais par rapport à la moyenne des gens, oui, on va dire que je suis quelqu'un quand même qui a du succès. Et en fait, si tu veux, je commençais à aller regarder les profils des anciens qui étaient mes bullies à l'époque et regarder ce qu'ils étaient devenus, tu vois, en mode, tiens, je t'ai bien nié, tu vois, C'est ça un faisait peu plaisir. satisfaisant. Voilà, C'est c'est un ça. peu satisfaisant. Voilà, c'était un peu ça. Mais bon, Tu t'es dit, en fait, j'ai pas voilà. fini comme une mère. Voilà, c'est ça. Et en fait, si tu veux, ça m'a aidé à me propulser au début, tu vois. C'est comme quand tu es en colère, par exemple, la colère, tu vois, ou la haine de quelqu'un, ça peut t'aider au début. Mais sur le long C'est un terme, c'est moteur. autodestructeur, tu vois. Parce qu'en fait, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour une validation externe. Et tu cours après une validation externe que tu n'auras jamais vraiment, parce que ces gens-là, de toute façon, je vais jamais les revoir et je m'en fous de leur vie. Soyons clairs, maintenant que je te parle, je m'en fous de leur vie. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Mais, et donc, du coup, à un moment, j'ai été limité par ça. Je me dis, mais je fais tout ça pour ça. Et en fait, du coup, j'avais carrément même corrélé à un moment ma valeur à l'argent que je gagnais, tu vois. C'était en mode, j'étais ce que je gagnais, tu vois. Et donc, les mois où je gagnais bien, tu vois, je dis, ouais, trop bien. Et les mois où c'était un peu moins, je fais, putain, mais je suis une merde, tu vois. Down. Exactement. Et en fait, c'est pas bon sur le long terme. Je me suis rendu compte de ça avec le temps. Et j'ai essayé de changer le focus, du coup. Mais au départ, c'est ce qui m'avait propulsé, tu vois. C'est un peu quand même, je trouve chez beaucoup un peu le carburant de base. Tu sais, comme si c'était, pour prendre la métaphore d'une fusée, la frustration, la colère, le jugement d'autrui, c'est un peu peut-être ton carburant de base. Et quand la fusée décolle, c'est bien, ça te sert, ça te donne la motivation, mais après, il faut lâcher pour Ouais. juste en fait t'envoler pour toi, pour découvrir l'espace, pour te découvrir toi. Euh, Ouais, ça revient beaucoup quand même, hein. Finalement, quand tu écoutes un peu tous nos confrères, école Ouais. pas très appréciée, Non. le souvenir en est moyen, on se sent dans Ouais. la cage, on Ouais. nous dit de faire ci, on nous dit d'arriver à cette heure-là. Ouais. L'obéissance, je pense que peut-être si on doit revenir au sujet de base d'entrepreneuriat, Ouais. on n'aime pas être obéissant, on Non. aime en fait comprendre, être face à une vérité Ouais. et y aller construire, quoi. Ouais. Et l'obéissance par la contrainte en plus. Je trouve que les profs ont longtemps confondu le respect et la crainte en fait. Tu vois? La domination par la violence ne fonctionne pas sur le long terme.
Tu vois, les gens vont juste faire pour éviter la violence ce que tu leur demandes, mais intérieurement, ils sont complètement pas du tout alignés avec ce que tu leur dis, tu vois. Et ça, c'est dommage. C'est dommage de ne pas avoir, dans un milieu éducatif où on aide justement les enfants à se construire, il est important que les adultes qui soient là soient déjà un petit peu construits et déjà un minimum conscience d'eux-mêmes, tu vois. Sinon, en fait, ça déconstruit même les enfants. C'est encore pire, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas trouvé cette bienveillance, en fait. Évidemment, j'ai eu de la chance. J'aime bien dire que je suis béni parce que j'ai toujours de la chance dans ce qui m'arrive. C'est-à-dire que j'ai toujours trouvé quand même une ou deux personnes qui étaient bienveillantes et qui prenaient soin de moi, tu vois, ou qui étaient là quand même pour montrer que, bon, bah voilà, pas tous les mêmes ou pas toutes les mêmes. Mais toujours est-il que sur le coup, ouais, c'est pas un milieu qui m'a fait grandir en bienveillance interne, tu vois. J'ai pas senti de l'amour ou du respect ou de l'envie de m'aider, tu vois, dans ces écosystèmes-là. Truc que je trouvais dans ma famille, par contre, heureusement. Dans ma famille, par contre, j'avais ça, tu vois. Tu as eu cette chance déjà de la trouver Ouais, dans c'est ça, une communauté, parce c'est qu'on ça. parle d'école, de famille, ça Hmm. reste que des communautés. Ouais, L'école, c'est une grande communauté, et comme dans chaque commune, en tout cas en société, il y a toujours un petit peu ce rapport à l'autorité. ouais. Et dans une école, bon, bah, tu as rapport à l'autorité des professeurs. Je pense que certains en abusent, Hmm. certains en fait ont libéré toute une sorte de frustration parfois auprès de leurs élèves. Ouais, Moi, j'ai complètement. connu des profs très frustrés, très susceptibles. J'ai connu d'autres profs en fait ultra ouverts, ultra bienveillants, mais c'est vraiment une classe un peu rare. C'est Ouais. vrai que au niveau de l'école, je me rappelle que j'étais quand même mon parcours scolaire n'est pas incroyable. J'ai redoublé 2 fois. Mhm. Euh, Quand je dis pas incroyable, il a bien fini, Mhm. mais en cours de process, ça n'a pas été la gloire. Toujours eu du mal au rapport à l'autorité, Ouais. toujours eu du mal à l'obligation. Mhm. Fais ça. Pourquoi je dois faire ça? Tu Ouais. sais, moi, je pose beaucoup de questions, mais pourquoi je dois faire ça? Tu sais, les questions qu'on me pose, mais ça va nous servir à quoi? J'aimerais Mhm. bien comprendre, en fait, avant de faire. Et Mhm. pas juste faire, et peut-être comprendre un jour. Euh, et je pense que c'est aussi peut-être ça qui faisait que je sortais un petit peu du lot en classe et à l'école. C'est que je pense que j'étais l'élève un peu chiant, bon, qui parle peut-être un peu trop, parfois un peu dissipé, mais qui pose des questions qui peuvent déranger juste le bon procédé du cours, parce qu'en Mhm. fait, on va sortir un petit peu de Ouais. juste ce qu'on doit voir. Euh, le rapport à la vérité et à la réalité, c'est très important. D'ailleurs, j'ai découvert qu'un ancien dieu égyptien qui s'appelle Thoth, d'ailleurs, je t'invite à aller le voir, je le connaissais pas il y a encore une semaine, mais un dieu qui est un petit peu le symbole de la sagesse et de la vérité Mhm. et qui cherche en fait juste la réalité sans la juger. Mhm. Tu sais, la personne qui est capable de voir clair, sans biais, sans jugement, sans émotion, c'est ce que j'aime bien. Mais en fait, ça ne me plaît pas trop. Et quand tu mets les professeurs face à des questions qui se sont jamais posées, face à des vérités qu'ils n'ont jamais entendues, Mhm. euh, ça, ça venait titiller vraiment cet instinct de purée, c'est moi qui donne le cours, c'est moi qui apprends. Hors de question qu'on vienne, entre guillemets, bousiller ça. Mhm. Et donc, tu avais toujours un mauvais rapport d'autorité à l'élève, alors qu'en fait, et si on restait tous enseignables? Ouais. Et si en fait, nous, en tant qu'élèves, on vient apprendre de toi, professeur, mais que toi aussi, en fait, reconnecte-toi à la jeunesse, à ce qu'ils savent, à ce qu'ils découvrent. Et ça, c'est vrai on l'a un peu moins. Ouais. Donc à l'école, on ressort avec un paquet de frustrations. Les Ouais. bons élèves comme les mauvais, je pense, hein. Ah Que oui, les bah, mauvais élèves, j'étais un bon élève, c'est ça le pire. Parce que j'étais un bon élève. Donc, oui, non, complètement, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord à 100%. Ça, plus l'environnement aussi qui est pas forcément sain, je trouve que, bon, ça, au lycée, les gens grandissent, mais je trouve qu'au collège, les gens sont très méchants. Je n'ai pas compris. En fait, vraiment, le truc qui m'a, moi, le plus choqué, c'est la méchanceté gratuite. Et j'ai compris après d'où ça venait des gens, parce qu'en fait, quand tu grandis dans un foyer où on te donne de l'amour, t'as pas envie, toi, d'être méchant avec les autres. Tu vois, t'as pas besoin. Et en fait, je me suis rendu compte que ces gens qui étaient méchants, c'est souvent parce qu'ils recevaient pas suffisamment d'amour, tu vois, qu'ils étaient frustrés eux-mêmes, qu'ils étaient pas bien dans leur peau, en fait, et qu'ils descendaient les autres pour se remonter eux, tu vois. C'est un mécanisme par lequel tu te sens puissant quand tu diminues les autres, quand tu les moques, qui n'est pas un mécanisme sain, mais qui est un mécanisme appris en général, hein, quand tu as une famille qui
te soutient, on va dire. Et en fait, moi, je ne connaissais pas. Parce que moi, mes parents sont adorables, tu vois. Enfin, je veux dire, même s'ils ont leurs défauts, ils ont toujours été des personnes bonnes, tu vois, gentilles, à aider, etc. Donc, ça m'a un peu choqué. Ça m'a un peu choqué. J'étais pas prêt. En fait, si tu veux, c'est comme si on m'avait jeté dans l'arène sans aucune arme. Tu vois, moi, j'étais tellement pas habitué à ça que je me suis pris des gauches, des droites, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Même de la part des adultes, tu vois. Mais, Je me dis, mais quoi? D'où tu gueules comme ça sur un enfant? et- D'où tu prends la tête d'un enfant et tu la cognes sur un bureau parce qu'il n'a pas suivi en classe, tu vois? Enfin, t'es sérieux? ah ouais, ça c'est chaud quand même. Ouais, C'est chaud. Et d'un côté, je trouve que toute cette violence qu'on peut retrouver à l'école et ouais, honnêtement dans la société en général, l'école c'est un mini format de la société et tu retrouves la même en fait quand tu vas te balader, quand tu mm, rencontres les gens, peu importe, tu as cette violence. Par contre, je trouve qu'elle est c'est très formateur en fait. ouais, Donc, le fait d'être confronté à la violence, l'agressivité, la frustration, je pense que ouais, c'est très formateur. Et, euh, et il me semble que le travail, c'est de, c'est d'arriver à mettre un filtre autour de tout ça pour mm, presque avoir, je dirais, de la compassion envers les gens qui parlent mal, mm, qui se rehaussent en te rabaissant, qui te jugent. Au départ, on le prend très personnellement. Tu sais, t'as cet ouais, ego qui le prend, qui dit, mais attends, mais moi, je suis pas bien, lui, il est mieux. Moi, je suis une merde, moi, j'ai mal fait ça. Je pense qu'il faut apprendre à être hermétique et à exact. comprendre, en fait, pourquoi ils raisonnent comme ça et quel trauma, en fait, ils ont peut-être dû vivre ou quel événement ils ont dû vivre ou quelle éducation ils ont reçue. Juste, en fait, parler comme ça. Ouais. J'essaie de plus prendre les choses personnellement. Mais quand on est jeune, putain, c'est compliqué, hein. Ah oui, clairement. Bah, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça. Beaucoup, beaucoup de temps de recul. Non, non, clairement. Puis, il faut Quand d'abord. on est jeune, on vit à travers les yeux des autres. Mm. Et surtout, en plus, pour faire ce travail-là de compassion, etc., il faut que toi-même, tu commences à guérir, tu vois. Parce que quand la plaie, elle est encore ouverte, t'as que de la colère, t'as pas de la compassion, tu vois. Donc, il faut le temps aussi que tu commences à guérir les blessures et ça peut prendre du temps quelquefois. Donc, ouais, c'était pas évident, mais bon, ça m'a fait comprendre qu'en fait, au départ, ouais, j'avais ce moteur-là, si tu veux. J'avais ce moteur-là. Et d'ailleurs, tant qu'on parle justement, on a parlé de bienveillance de famille, toi, dans ta famille, parce que ça aussi, c'est un sujet intéressant, c'est que quand tu es dans une famille, trois enfants éduqués de la même manière peuvent faire des choses complètement différentes, avoir des personnalités complètement différentes. Quel rôle tu avais l'impression de devoir jouer, toi, dans ta famille? Dans l'enfance, dans l'adolescence, de manière générale, De manière générale, ouais. j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un rôle qui ressort plus que d'autres, mais si je dois creuser quand même un petit peu, euh, je sais pas si c'est un rôle, mais j'étais plutôt l'enfant rebelle. Ok. Ça veut Intéressant. dire, je, je rentre pas dans votre moule. Ok. J'entends hein, que vous voulez que je rentre dans ce moule, mais je rentre pas dans votre moule. Et donc, je pense que j'étais le plus conflictuel, en tout cas dans l'enfance-adolescence. Au niveau de la discipline, bon, j'étais constamment collé comme petite enfance. J'étais constamment puni. J'étais très dissipé. J'étais violent. Ok. J'étais celui qui se bat. J'étais celui Mhm. qui sait se défendre dès qu'il pense qu'il doit se défendre. Et j'ai jamais été très docile, en fait. Mm. Ok. J'ai jamais été très docile. C'est pour ça que c'était conflictuel et à l'école et dans ma famille. C'est parce qu'en Ok. fait, j'écoutais pas, parce Ok. que j'avais toujours cette voix dans ma tête qui me disait, mais je comprends pas, en fait, je peux pas dire ça, je peux pas faire ça. Donc, c'était Mm. plutôt la rébellion. C'est un peu comme ça qu'on parle de moi aujourd'hui. Je pense que c'est un peu l'enfant conflictuel de la famille. Ok. Et d'un autre côté, en fait, je pense que vraiment cet aspect de rébellion et d'oser, en fait, aller là où on m'interdit d'aller, c'est ce qui Mhm. m'a caractérise toujours. Ouais. Ça veut dire, tout le monde me dit, va là-bas. Et moi, je dis, non, en fait, là-bas, je peux pas aller, apparemment. Je vais d'abord aller voir du côté de l'interdit. Exactement. Et je trouve que de nouveau que c'est beaucoup plus formateur. Parce qu'en fait, tu vas te péter la gueule, évidemment. Parce que si tout le Mm. monde te dit d'aller là-bas, c'est pas non plus pour rien. C'est parce qu'en fait, Ouais. ils ont compris que Yes. c'était quand même mieux. Mais toi, en fait, tu vas d'abord aller voir l'autre côté. Tu vas faire Ouais. ta propre expérience. Tu vas capter qu'en fait, ça t'amène des mauvaises choses. Et là, en fait, tu vas pouvoir retourner de l'autre côté Exactement. avec raison, compréhension. Et tu n'auras plus ce sentiment d'être obligé. Ça viendra de toi. Non, Ouais. en fait,
La violence, c'est pas bon, ça amène des problèmes. Je retourne dans la paix. Mhm. Ces endroits, ces fréquentations, c'est souvent problématique. Je retourne dans ce qui est sain pour moi. Les expériences de la jeunesse, l'alcool, parfois même les drogues. Mhm. Ok, en fait, c'est intéressant, mais en fait, c'est pas bon pour moi. Je retourne du bon côté. Et j'ai chaque fois eu ce ping-pong de, tu sais, Mhm. le diable et l'ange. Mhm. J'essaie toujours de me ranger vers l'ange à la fin, mais je vais quand même toujours goûter ce que le diable a proposé Ah, grave, je au suis pareil. début. Je suis Euh, pareil. et à la fin, en fait, je pense que c'est aussi ça qui te construit en fait tout un système de valeurs. C'est que tu sais maintenant beaucoup mieux pourquoi faire ci et pourquoi faire ça, et même peut-être plus en capacité de l'expliquer. Mhm. Bah tiens, euh, c'est bête, hein, mais ma mère, par exemple, nous a toujours poussé, moi et mes frères, à être excellents à l'école. Mhm. Il faut des bons résultats scolaires pour évidemment ensuite avoir un bon métier, être stable dans la vie, etc. Et en fait, c'était vraiment sa vision à elle, parce que c'est ce qu'elle a connu. Et en fait, ben, mon grand frère et moi, on a décidé de prendre un chemin compliqué, un peu moins stable. Mhm. Et en fait, malgré le fait qu'on n'ait pas été des modèles à l'école, on a trouvé quelque chose qui nous épanouit, dans lequel on Mhm. se sent bien. Et ça me rappelle aussi pourquoi il faut pas toujours faut pas toujours faire ce qu'on nous dit de faire. Ouais. Faut juste aller tester. Et soit tu aimes bien, soit tu n'aimes pas, et puis tu retournes dans le bon chemin. Mais je pense vraiment qu'on doit entendre tout ce qui nous est dit. Mais on doit jamais, jamais le prendre pour argent comptant. Ouais. Voyons-le comme de la bienveillance, comme une sage parole de quelqu'un qui a eu son propre chemin. Et son chemin ne sera pas mon chemin. Parce que Mhm. c'est très compliqué en famille de se dire, surtout en tant que parent, je pense, je ne le suis pas encore, mais en tant que famille de se dire, je dois laisser mes enfants faire leur propre chemin sans les influencer. Je pense vraiment que ça doit demander énormément de travail, que ça demande un lâcher-prise, et puis aussi d'accepter tout le risque que tes enfants vont prendre, alors que toi, en fait, tu n'aurais jamais pris ce risque-là. Donc, Exactement. waouh, en fait, ils vivent le saut dans le vide à Mhm. ta place, Mhm. et ça crée vraiment cet instinct de protection, de attention, surtout attention, est-ce que tu es Mhm. bien sûr, etc. Ouais. Et purée, en fait, si on va jamais aller se planter par nous-mêmes, ben, en fait, on va jamais se forger une Bien sûr. expérience, un caractère. Exactement. Et ça, je pense que c'est la surprotection, c'est un vrai sujet parce que moi aussi, je l'ai vécu grave, surtout avec ma mère, ça m'a étouffé vraiment sur le long terme. Genre, j'en avais marre, tu vois, ça m'a vraiment gavé de toujours sentir que tu avais quelqu'un qui disait ce qu'il fallait faire, comment fallait le faire, etc., etc. Et je me suis dit, mais, j'ai envie de vivre, quoi. Laissez-moi tranquille, tu vois. Laissez-moi respirer, bordel. C'est ça, tu sais, étouffant, tu vois. Au bout d'un moment, j'avais vraiment l'impression de ça, tu sais, trop de contrôle. Et ouais, moi, j'ai pas eu une phase de rébellion tout de suite, parce que je savais, en fait, moi, je marchais un peu sur des œufs. Je me disais, OK, si je me rebelle et que ça clash, etc., quelle est ma solution, tu vois? Bah, ma solution, c'est que pour l'instant, je suis pas indépendant financièrement, donc je peux pas prendre mon appart, donc je peux pas vraiment vivre de manière indépendante. Donc, ta gueule, je le disais intérieurement, tu vois. Genre, voilà, pour l'instant, tu peux pas faire autrement, donc vis avec, tu vois. Mais putain, mec, pardon pour les gros mots, mais quand j'ai pu enfin être libre de vivre ma vie, ah, mais quel soulagement! Mais quel soulagement! Je me suis dit, Je enfin, je peux peux être décider moi. par moi-même. Ah ben voilà, enfin je peux être moi, quoi. C'était ça. Parce que avec tu vois, je dis toujours l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça vient pas de moi, évidemment, mais avec toute la bonne bienveillance du monde, toute la bonne volonté du monde, en surprotégeant quelqu'un, tu peux clairement l'abîmer en fait, parce qu'au bout d'un moment, la personne n'a plus l'impression d'avoir son autonomie, tu vois. Et c'est un peu ça, moi, qui m'a dérangé, tu vois. C'était un peu j'étais bon aussi, moi pour le coup, j'étais bon à l'école. J'avais la représentation du gars qui réussit à l'école, à la maison. Je sentais que j'avais un peu d'amour et de mérite par rapport à ça. Donc je me disais, dans ma tête, je posais pas de questions, faut que je sois bon, faut que je sois bon, faut que je sois bon. Mais jamais j'ai pu, ne serait-ce que prendre du temps pour savoir ce que moi je voulais, parce que j'avais l'impression que ce que moi je voulais, c'est pas ce qui comptait vraiment, qu'il fallait faire ce qu'on me disait de faire, tu vois. Et donc c'est un peu le problème. Donc moi, la rébellion, elle est venue plus tard, en fait, a posteriori, on va dire. Donc, Mais elle est venue quand même. ah C'est oui, une manière de s'affirmer, la rébellion. oh oui, 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 elle est venue. Non, t'inquiète pas, ça, tu es venue.
Non, maintenant ils savent, hein. Maintenant, voilà, ils savent ce Mais qu'on peut dire et ce qu'on peut pas c'est- dire. Ouais. le message est passé, il Ah est oui, compris. Et c'est oui, vrai que bah, je pense que nous deux, on n'est pas parents, donc on sait pas comment, on sait pas encore exactement comment faire. Mais bah, dans Umento, je sais qu'ils en parlent beaucoup, la parentalité. oui. L'enjeu, en fait, de poser un cadre quand même de base dans ton Mm, éducation, etc., sans enfermer l'enfant, j'ai l'impression que c'est très sensible, ouais. c'est très compliqué. Il Mm, n'y a pas il y a pas de loi, il y a pas de loi applicable. C'est mm, comment je cadre un minimum mon enfant sans l'enfermer dans ce que je veux qu'il soit. Et là, c'est très compliqué. J'ai un mm, ami qui est passé à la maison hier et je trouvais que c'était incroyable ce qu'il faisait. Il a un petit garçon de 7 ans mm, et il est très développé, il se pose beaucoup de questions. Il s'intéresse en fait à l'espace, l'astrologie, il pose beaucoup de questions sur l'univers et, euh, et en fait, il va l'aider en fait à comprendre, il va aller acheter des livres, ils vont lire ensemble, il va s'intéresser à ce que son enfant il aime bien faire. ok. Et je me dis, waouh, c'est vrai. Je me dis ça, en fait, en tant que parent, si tu arrives déjà à écouter ce que ton gosse il aime bien, Mm, vers quoi il se dirige naturellement, sans réfléchir, ben, je pense que c'est déjà grandiose. ouais. Après, évidemment, il y a l'école à côté, etc. Mais sur l'extrascolaire, de le laisser partir dans ses passions, dans ses questions, je pense que c'est vraiment ça aussi qu'on doit faire avec les enfants. Et moi, D'accord. si j'en ai un jour, j'essaierai vraiment de faire attention à ça et pas de lui dire fais ça, il faut que tu comprennes ça, ça, ça et ça. Mm, Mais tant qu'on n'est pas parent, je pense que mm. c'est quand même vachement facile à dire. Ouais, ouais, c'est Et ça. aujourd'hui, je me rends compte que malgré les petits défauts des parents, en fait, je pense qu'on a clairement eu énormément de chance. Ah oui. C'est ce qu'on Ah doit bah, se rappeler. ah oui. On a une bonne éducation, on a un Ouais. cerveau qui fonctionne bien, c'est bien irrigué là-dedans. Oui. Euh, c'est incroyable déjà la chance qu'on a eue, mais quand même, on doit comprendre notre enfance et notre adolescence pour voir ce qui nous a titillé. Et moi, j'aime bien comprendre aussi pourquoi je me dirige vers quelque chose. Et toutes est relation, cause à conséquence. Mm. Et notre enfance et notre adolescence font qu'on est quelque chose aujourd'hui et ça va continuer. Donc je trouve qu'en fait, plus tu arrives à comprendre ta ligne directrice, plus tu trouves du sens à qui tu es, ce que tu fais. Bien sûr. Et j'invite vraiment tout le monde à se replonger dans son enfance, son adolescence, Ouais. son éducation, ces traumas de vie. Ouais. Parce qu'en fait, tout d'un coup, je trouve que ça permet de débloquer des trucs et de dire, ah, ouais, effectivement, si je, si je veux autant percer dans l'entrepreneuriat, si je veux autant performer, c'est parce qu'en fait, je pense que je veux qu'on me reconnaisse, je veux Et euh, qu'on, qu'on, qu'on me donne une crédibilité pour quelque chose, je veux être connu, je veux 100, être reconnu capable, et tout part toujours de l'enfance, adolescence. On devrait 100%. tous aller voir un petit canaliste, mon petit Jeff. Exactement. Et d'ailleurs, tiens, c'est une belle transition. J'avais préparé un exercice là-dessus parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas un hasard. En fait, si on parle de ça, c'est pas, alors, on n'est pas en train de faire un podcast sur la psychologie ou où on aura des épisodes après sur la thérapie. Non, c'est l'idée, c'est qu'en fait, tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est la base de la construction d'un être, un individu propre qui va ensuite créer son propre business. Et toutes les blessures qui n'ont pas été traitées dont on est en train de parler, qui ont pu arriver au fur et à mesure, vont ressortir dans le business, justement. Et tu en as donné quelques exemples. Moi, j'en ai préparé quelques-uns. Ce que je te propose, c'est, je te pose la question et tu me dis ce que toi, tu en penses par rapport à ça. Tu vois? Bon, Par exemple, si quelqu'un aujourd'hui a peur de vendre, OK? Si la personne a peur de vendre, qui n'ose jamais vraiment vendre, ça vient de quoi, à ton avis? ça peut être beaucoup de choses. Déjà, je pense que c'est la confiance en son offre. Mhm, Et je pense qu'il faut toujours se demander si on achèterait notre propre offre. mhm. Ça veut dire, est-ce que moi, si je voyais quelqu'un arriver, me vendre son truc, est-ce que déjà j'aurais envie de l'acheter? Yes. Si tu sais que ton offre est vraiment désirable, qu'elle a une vraie valeur, que tu sais que ça répond à une vraie problématique, une vraie douleur, Mhm. parce on n'est ni plus ni moins que ça en fait. On Yes. est des gens qui proposons une solution à une douleur. Point. Est-ce que la douleur existe? Ça, c'est un problème très important. Et deux, est-ce que notre solution répond à la douleur existante?
Mhm. Quand on est déjà persuadé de ça, on a plus de confiance en son offre, en sa valeur. Euh, Qu'est-ce qui fait que parfois on ne se sent pas vraiment légitime avec tout ça? Mhm. Je pense que Exact. c'est La une légitimité, question. complètement. Je pense qu'il y a aussi une autre chose que moi je vois souvent, tu sais, dans la partie vente, c'est la peur du rejet. On a peur de se faire rejeter, donc on n'ose pas vendre, tu vois. On va avoir une tendance à faire ami-ami avec les personnes en face de nous plutôt que commencer à vraiment parler sous et dire, OK, bon, bah voilà, pour bosser ensemble, il faut investir autant. Parce qu'on a peur de se faire rejeter, tu vois. C'est Et- inconfortable. Ouais, Clairement, au début, exactement. c'est inconfortable. Exactement. Et cette peur-là, justement, souvent, elle prend racine dans l'enfance, la peur du rejet, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de commencer à réfléchir à ça. Parce qu'on a ce type de choses qui peut arriver. Aussi, par exemple, sur la partie client, j'ai vu beaucoup de clients qui ont accepté ou collaboré avec des personnes qu'au départ, ils auraient clairement dû refuser. Et c'est intéressant de se poser la question sur le pourquoi. Pourquoi ils ont accepté? Pourquoi ils n'ont pas dit leur vérité? Pourquoi ils n'ont pas tout simplement dit non, ça va pas le faire, etc. Bon, ben, il y a de nouveau plusieurs raisons, mais la première, c'est purée, il faut remplir le frigo, il faut bouffer. Yes, ouais, Donc, ouais, bon, faut ramener du cash, il faut quand ouais. même. On fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, donc ça, c'est vrai. Il y a des fois, en fait, tu vas devoir accepter des collaborations que tu n'as pas envie, parce que le travail est chiant, compliqué, ou que la relation avec ton client, elle n'est pas fluide, il comprend pas trop ce que tu proposes, ta plus-value. Parfois, il y a vraiment un manque, en fait, ouais, de connectique. Et des Mhm. fois, deux personnes qui sont pas sur la même longueur d'onde, ça va être compliqué de travailler avec eux. Ouais. Euh, Vraiment. Pour moi, c'est la première chose. Mhm. Euh, Après, qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que, ouais, ça le fait pas? Pour moi, il y a déjà cet aspect de confiance qui se crée. Mhm. Bon, ben, moi, j'ai déjà travaillé avec des gens. Euh, je sais pas pourquoi, en fait, tout était clair, mais je les sens pas. Mhm. D'ailleurs, ça m'a valu de mettre en place des choses derrière. Tu les sens pas, en fait, parce que bon, toi, en tant que sous-traitant, tu réponds à une exigence, mais eux, en fait, ne t'aident pas à les aider. Donc, parfois, en fait, tu vas être tout seul à régler leurs problèmes. Eux, en fait, ils te donnent pas ce qu'il faut. Parfois, au niveau du paiement, ils vont pas être réglo non plus. Donc, en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent vite éroder la confiance que tu as avec ton client. Euh, Ça, c'est le début. Je pense qu'on peut pas être en accord avec tout le monde. C'est pour ça il faut les tester, en fait. Et des fois, tu vas te rendre compte qu'avec un client, c'est super fluide, c'est génial. Avec d'autres, en fait, ça va pas le faire. Et je trouve que le process, il est génial, Mhm. surtout quand ton client te plaît pas, parce que ça te permet, en fait, de diriger toujours mieux ton persona. Mhm. C'est-à-dire, en fait, avec lui, ça colle pas, on communique pas pareil. Ok, en fait, c'est pas mon persona, c'est pas mon Ouais. client, c'est pas ma target. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Ouais. Donc, en fait, il faut essayer de pas le prendre directement, et pas se dire, et pas rentrer dans la colère, mais c'est un connard, il comprend rien. Non, il ne me comprend pas, on n'est pas aligné. Bon, ben, très bien, il y en aura d'autres. Et donc, je trouve que notre process, c'est toujours se demander aussi, purée, en fait, à qui en fait on s'adresse, à Mhm. qui on a une vraie valeur à apporter, avec qui il y aura un alignement dans la collaboration. Enfin, Mhm. moi, c'est comme ça que je raisonne. Et il y a tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Et pour moi, il y a aussi un aspect qui est l'incapacité à dire non ou à gérer un conflit, tu vois. Typiquement, il y a des gens, ils savent pas dire non. Vraiment, c'est une catastrophe. Ils savent pas faire. Et en fait, c'est du tout ou rien. Soit ils disent rien, soit ils pètent un gros câble et ils savent pas gérer un conflit, tu vois, de manière calme. Et donc, ils ont peur de dire non. Alors que, bah, franchement, j'ai aucun problème. Ça m'est arrivé récemment dans une équipe à dire les choses quand il y a un problème, quoi. Quand il y a un problème et que je dois dire qu'un collaborateur fait pas le taf, bah, je le dis en fait. Je le dis calmement, factuellement. Le but, c'est pas de détruire la personne en face, mais de dire que non, ça va pas le faire parce que là, pour le coup, le boulot n'est pas fait correctement, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. J'ai beaucoup de gens qui ne savent pas verbaliser concrètement le non, le désaccord et qui ont peur de perdre leurs moyens, en fait, tu vois, par rapport à ça. Et ça se travaille, ça, c'est Exact, pareil. Mm, ça mm. se travaille. Il y en a qui ne savent pas le verbaliser, et t'en as d'autres qui le verbalisent mais mal. Ouais, Euh, exactement.
Ça veut dire qu'ils vont rien dire, bouche cousue, et t'en as d'autres qui vont passer le message, mais ça Ouais, va tellement manquer de forme, ça va tellement manquer de gants, qu'en ouais, fait, ça va être mal reçu, ça va être mal compris, et là, c'est le début, en fait, du conflit. 100%. Donc, je pense que toi, on a peut-être quelque chose qui nous rassemble, c'est cet aspect un peu chef d'orchestre Mm. dans des entreprises qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on accompagne, qu'on consulte vraiment pour qu'ils performent, etc. On doit essayer, nous, en fait, presque de s'effacer pour observer réellement ce qui se passe et en Exactement. fait faire le pont parfois entre les équipes, entre deux personnes, traduire aussi. À Monsieur A, il a fait passer un message à Monsieur B qui était un peu brut. Mais nous, en fait, on va affiner avec des mots que Monsieur B va pouvoir entendre et comprendre sans se sentir agressé. Moi, Ouais, c'est un vrai rôle que j'ai eu, c'est ce travail de diplomatie et de traduction. Ça veut dire, en fait, ouais, je comprends ce que tu dis, mais lui, il ne va pas comprendre. OK. Je le répète avec des mots que tout le monde va pouvoir comprendre. ouais. Euh, Ça, c'est le gros travail que je fais au final, c'est vraiment la communication, c'est le cœur du truc. Et je pense Mhm. qu'en fait, chaque entrepreneur doit vraiment travailler sa communication, apprendre en fait à exprimer des idées, des choses qui vont être entendables, Mhm. qui seront presque pas mal interprétables aussi. Ouais. C'est pour ça que la justesse des mots, enfin, pour moi, c'est super important. 100%. Et il y en a plein comme ça qu'on ne reconnaît pas forcément dans le business, mais qui viennent d'autres blessures. Par exemple, tu vois, le micromanagement dont on entend souvent parler, typiquement, souvent, ça vient de la capacité à faire confiance, tu vois. Ça, c'est une chose qu'on repère assez vite. Tu as aussi des gens qui ont une incapacité, comme on disait tout à l'heure, à dire non ou à se séparer, licencier du personnel parce que, voilà, comment je vais être jugé? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Tu vois. Tu as aussi les gens qui n'augmentent pas leur prix. Ça, je l'ai vu beaucoup, moi, dans des gens que j'ai accompagnés, qui n'augmentent pas leur prix parce que problème de légitimité, syndrome de l'imposteur. Tu vois. Et un dernier aussi que je vois souvent, moi, c'est le besoin d'avoir toujours raison, qui est en fait une sorte de mécanisme de protection. Parce que remettre en cause ce que tu penses, ce serait remettre en cause ton monde. Et comme ton monde est basé sur tes croyances personnelles, et ben, boum, ça peut complètement s'ébranler. Parce qu'en fait, tu n'as pas des fondations solides. Et donc, du coup, le moindre coup de vent qui va à l'encontre de ce que tu connais, ça fait tout s'écrouler, tu vois. Et là, pareil, il faut Ça crée creuser. trop de doutes, trop de Exact- peur. Exactement. Et ça fait beaucoup de. En fait, je bossais avant dans un écosystème avec quelqu'un qui a très, très bien réussi, qui est multimillionnaire aujourd'hui. Et une chose qu'il disait, c'est que la réussite, c'est 80% de mindset. 80% de mindset. Le reste, technique, tout ça, c'est bien, c'est les 20%. Et 80% de mindset. Et ça, je trouve qu'on le met pas assez en avant aujourd'hui parce que tu vois beaucoup de gens qui vont parler de la nouvelle offre, de nouvel objet brillant qui va te faire gagner des milliers d'euros très rapidement. Ok, ça c'est bien beau pour attirer, j'ai envie de dire, le chaland, mais derrière ça, euh, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que si tu as quelqu'un qui arrive, qui a déjà travaillé tout son interne, il va exploser très rapidement. Et si tu as au contraire quelqu'un qui arrive et qui a rien travaillé, bah, même avec les meilleures stratégies, ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Et j'en ai fait les frais parce que ce Quelque chose travail-là, qu'on je l'avais pas fait au départ. Et ça a mis du temps. personne ne le fait au départ. Voilà, c'est ça. Donc Et voilà. c'est un truc de. Hmm. Ouais. Je Donc, te laisse terminer, Jeff. non, donc c'est intéressant de se rendre compte de ça. Et d'ailleurs, quel comportement, toi, tu dirais que tu as eu dans ta vie, que tu prenais au départ pour une qualité, mais qui était en fait plutôt un mécanisme de défense? Une qualité qui était en fait un mécanisme de défense. Ouais. Je pense qu'il doit y en avoir un paquet. Moi Donc, je peux t'en donner une, par exemple, pour moi. Euh, J'avais tendance à être très détaché émotionnellement. Euh, Par exemple, même dans mes relations personnelles, très détaché émotionnellement, même avec les filles, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est une qualité dans le sens où pour moi, bah, ça me permettait de pas trop, si tu veux, pas trop souffrir, tu vois. Je me disais, bon, bah voilà, c'est pas grave, je veux pas trop souffrir. Même au niveau boulot, tu vois, j'arrivais à, je sais pas, à maintenir une distance pour pas que les gens aient trop d'impact sur moi. Mais je nourrissais aucune relation claire avec les gens, sauf quand je sentais vraiment qu'ils avaient une bonne énergie. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça, ça venait au final d'une sorte de peur du rejet, tu sais. Quand tu t'ouvres aux autres, que tu montres qui tu es,
bah, tu peux plus facilement te faire rejeter parce que les gens, tu corresponds pas à leur moule, etc. Tu vois? Ou tout simplement, ben, quand tu exprimes, par exemple, là, on va dire au niveau personnel, des sentiments à quelqu'un, si la personne, c'est pas réciproque, etc., tu peux te sentir rejeté, tu vois? Et donc, du coup, je pense que par peur du rejet, j'avais tendance à me bâtir un mur, c'est vraiment une forteresse autour de moi et de mes émotions qui faisait que bon, personne ne pouvait rentrer ou alors fallait vraiment que la personne, elle fasse les 12 travaux d'Hercule avant de pouvoir avoir la porte ouverte, tu vois. Ok, je comprends. Ouais, merci déjà de le partager. Euh, Moi, je n'avais pas tant la peur du rejet, Mhm. mais c'est plutôt moi qui rejetais. C'est même assez dingue parce que c'est vrai que euh, les gens savent ce que je fais, ils savent sur quoi je peux les aider. Et c'est arrivé souvent en fait qu'on vienne me trouver pour un travail, un projet, et tout de suite en fait, je savais si je pouvais collaborer avec la personne, travailler et l'aider Mhm. ou pas. Et il y a des faits. Et maintenant avec mes 8 petites années d'expérience dans mon secteur, je vois tout de suite en fait euh, si j'ai envie de travailler, si je peux l'aider ou pas. Et j'ai été souvent dans le rejet de dire, écoute, je comprends ton besoin, etc. Je peux te diriger vers d'autres corps de métier, mais moi, en fait, je ne vais pas pouvoir t'aider. Déjà parce que j'avais une énorme peur. Enfin, pour moi, le travail, ça doit être confortable. Et avec certaines personnes, je voyais tout de suite le bruit, Ouais. je voyais et tout de suite la complication. Euh, je voyais tout de suite les contraintes. Et donc, j'ai, moi, été plutôt le mec qui rejette des demandes, euh, peut-être trop, parfois. J'aurais pu me faire douleur, j'aurais pu, en fait, accepter de la contrainte. Et moi, ma qualité, enfin, j'ai toujours recherché la paix. Depuis très longtemps, j'ai recherché la paix. Et la petite chose qui pouvait venir briser cette paix, en fait, je la rejetais. Alors qu'en fait, c'était certainement un beau challenge pour affiner, pour comprendre, pour pouvoir gérer plus de complexité, plus de contraintes. Donc, c'était peut-être mon mécanisme de défense. C'était justement le rejet de certaines demandes de certains clients parce que j'imaginais déjà toutes les contraintes que ça allait m'apporter et pourquoi ça allait tuer ma paix pour parfois euh, pas suffisamment de rendement financier. Je Ouais, respecte énormément mon temps, je respecte énormément euh, mon bien-être, ma clarté. Je dois être toujours dans la clairvoyance. Et il est hors de question en fait que j'accepte quelqu'un dans mon monde qui va venir brouiller, qui va venir apporter de la négativité, etc. Donc j'ai peut-être moi été un peu surfiltrant. Voilà. ok, Aujourd'hui, je dois être un peu moins surfiltrant. ok. Bah, c'est intéressant parce que ouais, je pense que aujourd'hui, je filtre beaucoup aussi maintenant. Maintenant que je sens en fait un peu. Ouais, je sais plus quel terme tu as utilisé tout à l'heure, mais on le sent. Quand tu as quelqu'un qui ça va pas fitter, tu vois, tu le sens tout de suite. Et ça s'explique pas forcément avec des mots, mais voilà, tu le sens. Et c'est vrai que je suis encore très, très. Ouais, je filtre beaucoup aussi, hein. Je filtre beaucoup aussi. Après, je sais pas si comme toi, je vais changer le filtre, parce que pour le coup, pour moi, pour le business, ok, c'est important des fois de le changer. Parce que franchement, si tu as quelqu'un qui arrive qui a déjà tout est nickel, tout va bien, bah, il vient pas te voir en fait. Donc s'il vient te voir, c'est bien qu'il y a un problème dès le départ. Donc pour le business, je Ouais, suis d'accord avec toi. tout à fait. Maintenant, dans l'environnement proche, je sais pas, parce que enfin, j'ai l'impression que moi, j'ai besoin de mon safe space, tu Dans le vois. privé? Ouais, c'est ça. Ouais, dans le privé, j'ai Ah, besoin. mais attends, dans le privé, c'est très différent. Ah ouais, ok, ok, d'accord, ça va. On est d'accord là-dessus. Ouais, ouais, ok. Dans le privé, il y a personne, mais personne qui rentre dans ta safe place, Ok, normalement. voilà, on est d'accord. Bon, Ou bah, alors c'est ils essaient de rentrer, mais ils sortent direct. voilà, c'est ça. Ah bon, on est complètement d'accord, alors ça va. Trop bien. Et tu dirais que Euh, quel problème du coup business que toi, tu as essayé de résoudre par des stratégies au départ et en fait, tu t'es rendu compte que le problème business, il venait de toi finalement. euh, j'ai souvent été, moi, en fait, dans la suranalyse. Ok. Ça veut dire que j'ai toujours ce besoin, je t'ai parlé de taux, de vérité, de réalité, j'ai besoin de... Moi, c'était de, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est analyser, ok, mais c'est surtout faire. Euh, Il y a l'analyse et le passage à l'action. Moi, j'avais une trop grosse partie analyse, Ok. comprendre, observer, etc. Et à un moment donné, il faut quand même mettre des choses en place pour tester,
pour voir si tu as bien compris ton analyse. Et si tu es Mhm. constamment dans l'analyse, ça peut pas non plus le faire. Donc moi, c'est mon gros challenge encore aujourd'hui, de toujours en fait aller mettre des choses en place, quitte à se planter ou même parfois perdre du temps, et pas rester constamment dans l'analyse. Ce qui est marrant, c'est que pour revenir à la famille, on est dans ma fraternité de trois frères, où je suis un peu celui du milieu, même si j'ai un jumeau. Je suis Mhm. celui qui est né le premier, et donc mon jumeau est né le dernier, qui est le troisième. Mon jumeau, lui, il est dans la suranalyse. Euh, c'est beaucoup d'analyse, il adore ça, il se cultive constamment, constamment, constamment. Mon grand frère, lui, c'est vraiment action, 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 l'analyse ensuite. Ok. Et moi, je suis un peu au milieu. Ça veut dire, je suis dans l'analyse et le passage à l'action, mais j'ai toujours eu un petit penchant plus pour l'analyse. Donc, j'ai essayé de, de rejauger les curseurs pour que ça soit assez équilibré. Un mélange d'analyse et d'action, je pense que c'est le combo parfait. Mais il y en a, je les vois autour de moi. Là, ils sont trop dans le faire, 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 et ils comprennent même plus ce qu'ils font. Mhm. Ils font des choses ils ont du mérite, mais ils font que des choses, ils font, ils font, ils font. Le faire, en fait, c'est pas le plus important. Ouais. De ce que j'ai pu étudier, Ok. dans ce qu'on m'a enseigné, euh, on dit même 99%, c'est les pensées, ton mindset. Quelles sont les Ouais. pensées que tu alimentes, comment tu raisonnes. Et en fait, c'est vrai que tout le monde se concentre sur comment je vais faire, Mhm. qu'est-ce que je dois faire, le faire, le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, le business des formations, ça cartonne tellement. Mhm. C'est parce qu'en fait, les gens viennent délivrer toute une, toute une méthodologie à bêtement appliquer. Et donc, les gens achètent parce que tout d'un coup, ils ont la méthode, ils ont la bonne méthode pour faire. Et je dis pas qu'il faut pas de méthode, hein. Je dis qu'en fait, beaucoup de gens vont se concentrer sur le comment, Ouais. comment je dois faire. Et je pense que c'est pas du tout la bonne manière de faire. Et ça se démontre même par les chiffres, parce qu'on le voit en fait. Quelqu'un va vendre une formation, Mhm. une super formation, un coaching, tout est dit clairement, etc. Et en fait, dans les 100% de gens qui vont la regarder, enfin, qui vont Mhm. l'acheter, bon, t'as déjà apparemment 40-50% qui vont peut-être même pas la regarder ou même pas totalement. Ouais. Donc eux, en fait, bon, t'as déjà, eux, c'est fini, ils ont même pas entendu la méthode jusqu'au bout. Puis tu as ceux qui l'ont entendu jusqu'au bout, mais qui vont pas tout comprendre. Puis tu as ceux qui l'ont entendu et qui ont compris et qui vont commencer à mettre des choses en place, mais ça va pas rendre pareil. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on se concentre trop sur le comment Mhm. qu'on se foire. Je pense que c'est vraiment sur la pensée de base qui est importante et le faire ensuite. Mhm. Et la mentalité, en fait, c'est vaste. Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'avoir une vision? Mhm. Est-ce que tu es capable, en fait, de croire à cette vision? Est-ce que, est-ce qu'elle crée quelque chose chez toi? Et ensuite, en fait, tu vas, tu vas Ouais. mettre des choses en place. Mais tu Mhm. peux pas, en fait, mettre des choses en place et passer directement sur du faire en pensant que la vision va arriver, tout va arriver. Parce qu'en fait, on se calque juste sur la réussite de quelqu'un. Le vendeur de formation qui a l'air d'avoir bien réussi, qui a réussi dans son business, mais vos mentalités sont différentes, votre vision est différente, le plaisir de travailler est différent. Et Mhm. donc, en fait, je pense que copier-coller bêtement, ça va pas le faire. Et donc, la pensée, est-ce que vous êtes bien avec vous-même, votre vision, euh, et, et pas juste de copier quelqu'un, essayez peut-être de vous en inspirer. Mhm. Entendez aussi tous les conseils, mais juste pas appliquer bêtement. Donc pour revenir en fait au début, la mentalité et ensuite le comment le faire, c'est la plus petite partie, et Mhm. l'équilibre entre l'analyse et l'action. Moi, Ok. ça a été un peu mon challenge du début, et maintenant je passe plus dans l'action et j'ai du plaisir à faire et à prendre des risques aussi. Intéressant. Moi, Sortir de c'était sa un peu tour différent. d'ivoire. Ouais, moi, C'est une des c'était lois un du peu différent. pouvoir d'ailleurs. Vas-y, pardon, fini, je t'en prie. Non, non, je dis c'était une loi du pouvoir qui m'avait en fait parlé parce que je me sentais extrêmement concerné. Ok. C'était une des lois où je me dis, purée, j'ai un putain de travail à faire.
c'est sortez de votre tour d'ivoire. Hmm. Restez pas coincé dans vos pensées, dans l'imagination de ce qu'il faut faire. Imaginez et puis faites. Ouais. C'est que souvent, on est coincé peut-être dans Tu- l'imaginaire. Là, pour ceux qui nous écoutent, tu parles des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Incroyable livre. Yes. Intéressant, moi, c'était un peu différent de toi sur le sujet, c'est-à-dire que j'essayais toujours de résoudre avec une stratégie business un problème qui en fait était interne. Typiquement, par exemple, j'allais commencer à me lancer sur une méthode et puis je me rendais compte que cette méthode finalement marchait pas. Et donc, je me dis, bon, bah voilà, ça marche pas, je passe à la suivante, puis ça marche pas, je cherche une autre méthode, ça marche pas. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin que finalement, c'est pas que les méthodes marchent pas, c'est que ma capacité de résilience est ridicule. Et que du coup, dès que j'ai pas les résultats que j'escompte très rapidement, je passe à autre chose en fait. Et je continue pas. Et donc, comme j'ai une capacité de résilience qui est ridicule, et ben forcément, bah, toutes les méthodes, elles vont pas fonctionner puisque la plupart des méthodes, elles fonctionnent sur le long terme. Et donc ça a été un vrai problème de comprendre ça chez moi, de me dire, mais en fait, le problème, il n'est pas externe. C'est pas que cette méthode-là ou là ne marche pas, c'est que toi, tu n'es pas capable de suffisamment longtemps continuer sans avoir de résultats pour finalement avoir les résultats. Et ça, c'était un vrai problème. Et j'ai dû beaucoup travailler là-dessus parce que c'est pas inné, hein, c'est tout le contraire de ce qu'on t'apprend à l'école, hein. L'école, c'est t'apprends, il te faut une bonne note tout de suite. Enfin, voilà, tu vois. Je veux dire, je débarquais dans un nouveau monde. Moi, je suis pur produit de l'école. J'ai fait une école d'ingénieur derrière pendant 5 ans, tu vois, donc examen, machin. Donc, je suis arrivé dans un monde où c'est complètement pas comme ça, où tu peux travailler comme un damné et que te taper un 0/20 en gros, parce que t'as pas de résultat, tu vois. Je fais, c'est quoi ce bordel? Je suis pas prêt. Je suis pas prêt pour ça. Ouais, donc, il a fallu que je remette en question un peu ce fonctionnement interne pour qu'au fur et à mesure, je sois OK et que je planifie plus sur le long terme que sur le court terme, tu vois. C'est pas été évident. Euh, C'est pas été évident. En fait, on est dans un rôle très compliqué, je trouve, parce que on doit toujours jouer un rôle d'équilibriste. Là, tu parlais de résilience, Mhm. être capable en fait de croire en sa vision, en sa stratégie et d'y aller, de maintenir même quand en fait on doute, parce qu'en fait, il n'y a pas de résultat tout de suite. Et d'un autre côté, faut être capable en fait de capituler à temps, encore une loi du pouvoir, Mhm. capituler à temps, Mhm. parce qu'en fait, ça sert à rien non plus de persévérer, de remettre beaucoup d'énergie dans un truc qui effectivement te montre que ça ne fonctionne pas. Donc il y a le juste milieu en fait d'aller suffisamment loin, je Ouais. pense, pour être sûr que ça fonctionne pas, mais à un moment donné, être capable de se remettre en question et de se dire, ok, bon, en fait, peut-être que la stratégie n'est pas bonne, il faut pas non plus que faut pas non plus que je devienne trop obtus et que je me remette pas en question. Donc, c'est toujours en fait un rôle d'équilibriste, le yin et le yang, résilience, mais pas non plus y aller ad vitam aeternam. 100%. Notre énergie, nos ressources sont limitées. On doit Yes. faire attention à comment on les utilise. Et la ressource principale, c'est la ressource temps. Donc, il Mhm. vaut mieux pas la niquer, celle-là. Ouais, bah, complètement. Tu dirais que ton rapport à l'argent, toi, il a été influencé par ton enfance? Ouais, évidemment. Ouais. Je pense que celui qui dit le contraire, il se ment. Ouais. Comment il a été influencé, toi, par Clairement. ton enfance, le rapport à l'argent? Euh, Moi, j'ai toujours entendu que, à peu près comme Monsieur Tout le Monde, mais que faut faire attention. C'est difficile de gagner de l'argent. C'est dur Mhm. de gagner de l'argent. Faut faire attention. Fallait toujours regarder au Mhm. prix, etc. Et c'est vrai, faut faire attention. Mais d'un autre côté, en fait, je pense que les parents se rendent pas compte que, à force de dire que l'argent c'est difficile à gagner, que c'est dur, que faut faire attention, faut pas trop dépenser. Ouais. Je pense vraiment que, et c'est fait de nouveau avec toute bienveillance, mais je pense vraiment qu'en fait, ça te limite et ça te met un blocage dans ta tête qui te permet de croire l'argent c'est facile, Ouais. l'argent t'en as quand tu veux, tu dois pas forcément travailler dur constamment pour en gagner, travailler, hein, mais tu peux gagner de l'argent facilement. Mhm. Je suis d'accord, 100%. Alors moi, je suis encore dans le déblocage, hein. Ça veut Mhm. dire que j'ai connu des phases où je me suis dit, putain, en fait, l'argent, c'est facile à obtenir. Mhm. Et puis, j'ai connu d'autres phases où, en fait, je pense les doutes reviennent, tu vois, les peurs reviennent, et peut-être même ton système de base, en fait, passe en alerte et te ramène à ta réalité de base. Et donc, en fait, tu dois être capable de te dire, purée, quoi. J'ai certainement, en fait, le rapport à l'argent.
que j'ai toujours connu. Ouais. Comment mes parents voyaient l'argent, comment les gens te parlent de l'argent. Euh, on voit beaucoup de gens dans la limitation, dans la contrainte et dans les plafonds. Hmm. Donc en fait, pour devenir cet ovni qui se dit l'argent est abondant, Ouais. j'ai autant d'argent dont j'ai besoin, j'ai tout ce que je veux. Euh, putain, c'est compliqué. C'est compliqué. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est compliqué. 100%. Et pour le coup, C'est compliqué parce qu'en fait, d'être le seul à croire en ça autour de toi. Merde, hmm, je suis voilà. d'accord à 100% avec toi. Et pour le coup, moi, j'ai vécu un peu la même chose. C'est-à-dire, je viens d'une famille qui est plutôt aisée, on pourrait dire. Mais malgré ça, il y avait quand même ce rapport à l'argent qui était un peu biaisé. Parce que mon père venait d'une famille, lui, beaucoup moins aisée quand il était jeune. Il a sorti un peu sa famille de la pauvreté, si tu veux. Et donc, nous, ça a été très compliqué. On a ressenti même si on manquait pas d'argent, on a ressenti à quel point l'argent, ça pouvait être grave si ça manquait, tu vois. Et du coup, ça a été dur pour moi de me sortir de ça par la suite. Là où j'ai eu vraiment un flash, où je me suis rendu compte que je m'étais sorti de ça, c'est récemment quand je suis rentré voir ma famille. Et moi, je suis à l'aise, tu vois, financièrement, on va pas se mentir. Et je sais plus pourquoi je parlais de trucs, pas de trucs extravagants, tu vois, mais je parlais de certaines choses. Tiens, on pourrait faire ça, ça, ça. Et tout ce qui revenait à chaque fois, c'est ouais, mais t'as vu comment ça coûte cher, et puis là, il y a ça, et puis l'essence, ça coûte cher. Et en fait, c'était des choses qui étaient plus dans ma tête depuis très longtemps, tu vois. Et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis fait un retour en arrière, je fais, ah ouais, c'est vrai, il y avait ça. C'est vrai, il y avait ça. Et en fait, le truc, c'est que ça auto-alimente parce que si tu as des croyances qui te poussent à penser que c'est difficile de faire de l'argent, bah, ce sera difficile pour toi de faire de l'argent. Et donc, comme c'est difficile pour toi de faire de l'argent, eh ben, tu continues à avoir encore plus de croyances sur le fait que c'est difficile de faire de l'argent. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu t'en sors pas, quoi. Mais à l'argent, on pourrait en parler très très longtemps parce que moi, en fait, ces barrières limitantes, elles m'ont vraiment fait chier. Mm. Parce que je me suis toujours dit que je voulais la meilleure vie pour moi, la vie la plus confortable, la vie la plus abondante, épanouissante. Et donc, je me suis dit, mais l'argent, en fait, on court tous après, on est tous dépendants de l'argent et on en veut tous plus. Mhm. Et donc, je me suis toujours demandé, purée, mais en fait, l'argent, comment ça fonctionne? C'est clairement ça qui m'a dirigé vers l'économie. Moi, depuis que je suis tout petit, en fait, je me rappelle, je parlais de ça avec mes parents, mes grands-parents. Je disais, mais pourquoi on crée pas, pourquoi on n'imprime pas des billets pour les donner aux pauvres? Comme ça, en fait, ça résout la pauvreté. Parce que tu vois les gens qui sont riches, tu vois les gens qui sont pauvres. Tu dis, mais pourquoi on n'imprime juste pas des billets pour les distribuer? Mm. Et en fait, ça m'a amené vers plein de questionnements. Et aujourd'hui, je comprends l'argent. Je comprends comment il est créé, comment il circule, chez qui il arrive, chez qui il n'arrive pas, pourquoi. Et maintenant, je sais que l'argent est abondant. Mm. Maintenant, je sais qu'on imprime des milliers de milliards. Je sais que cet argent, si tu vas aller le chercher, tu peux aller le chercher. Ouais, Ça nécessite d'être au bon endroit, de bien comprendre, de mettre des choses en place, de prendre du risque. Mais l'argent, en fait, il est abondant, je suis comme à peu d'accord. près tout dans ce monde. Et donc, on a habitué le cerveau humain à la restriction, à la limitation, à la rareté. Ouais, Je pense que sur beaucoup de choses, en fait, on est dans l'abondance. oui. Juste, c'est bien de maintenir une population qui se sent limitée. Ouais, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il n'y a aucune éducation financière à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'on Non, a un système complet qui te bouffe des années de ta vie. Quelques-uns pourraient même dire les meilleures années de ta vie. Même si pour moi, les meilleures sont arrivées après. Mais bon, quand même, tu peux faire des super expériences entre 15 et 20 ans. Et en fait, si tu veux, tout le long de ce système, on te fait comprendre qu'il faut travailler pour avoir un job pour pouvoir gagner de l'argent. Mais sauf qu'à aucun moment, on t'explique combien d'argent tu vas gagner, comment tu vas gagner de l'argent, et si même c'est une certitude que tu gagnes de l'argent comme ça. Et si ce sera suffisant pour tes objectifs, tu vois. Et à aucun moment, personne t'éduque sur l'investissement, personne t'éduque sur comment faire plus, parce que la vérité, c'est que comme tu l'as dit, hein, c'est bien d'avoir des gens qui se sentent limités. Et du coup, la plupart des postes, en fait, que ces gens-là auront grâce aux études, etc., sont des postes que j'appelle capés. C'est-à-dire que tu as un certain seuil de revenu que tu dépasseras jamais, en fait. Et pour dépasser ce seuil de revenu, il n'y a pas le choix. C'est soit tu es entrepreneur, soit tu es connu, soit tu fais des métiers artistiques, peut-être acteur, etc. Mais tu pourras pas, en fait, en étant t'arrives vite au plafond. voilà, un salarié, et à un moment, tu es capé en termes de revenus, point. C'est terminé, tu vois.
Et ça, c'est pas des choses qu'on évoque forcément quand on est jeune. Et donc, je trouve ça assez bizarre qu'on soit dans un système où personne se pose de questions, qui fasse pendant, je sais pas, 15, 20 ans des études. Parce que moi, quand je calcule tout depuis le CP jusqu'à mes 5 années d'études d'ingénieur, c'est quasiment ça, hein. Et pour finalement, pour un système où tu sais pas où ça va te mener, quoi. C'est, c'est ça qui est un peu bizarre, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un gros sujet tabou, l'argent. Moi, je me rappelle, même à l'école, j'étais en sciences économiques appliquées. Est-ce que vraiment on aborde bien l'argent? Est-ce qu'on parle de montant, de combien on peut gagner? Pas vraiment. Dans la famille, l'argent, c'est souvent tabou. Mhm. C'est des sujets inconfortables. Ouais. Même parfois, tu parles d'argent avec un client, c'est inconfortable. Mhm. Le sujet, euh, excuse-moi si tu m'entends pas Mhm. bien, je pense que j'ai une connexion un peu instable. Mais le rapport à l'argent, et je pense que pour vraiment travailler ce rapport à l'argent, il faut s'intéresser un peu à l'économie. Exactement. Euh, il faut pas se casser la tête à tout comprendre, mais comprendre en fait économiquement dans quelle réalité économique on vit. Mhm. Ça veut dire qui gère l'argent, où passe l'argent, avant d'arriver dans ma poche, il vient d'où, Mhm. comprendre un petit peu comment les banques centrales et commerciales fonctionnent, comment nous, en fait, à la toute fin, en tant que consommateur de l'argent, on va le recevoir, on va le gérer. Je pense vraiment qu'on est une société avec un gros travail en Belgique, en France et dans plein d'autres pays, j'imagine. Et qu'est-ce qu'on est nul. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'aimerais vraiment avoir ce temps et prendre ce temps de former financièrement, économiquement, Mhm. euh, monsieur tout le monde, qui est là Ouais. avec une chaîne, peut-être qu'il a un petit peu débroussailler des sujets complexes qu'on comprend pas. Mais moi, je vois ça comme une énorme toile d'araignée, l'argent. Mhm. Ça bouge, ça transite, et je vois les capitaux qui partent euh, du risk-off au risk-on. Je vois les gens qui se protègent, ils vont acheter du dollar, ils vont vendre leurs actions. Je vois en fait les détenteurs de créances obligataires qui viennent d'être payés. Je vois la banque centrale qui imprime du cash, où ça va arriver, mais d'abord dans leur poche à eux, et puis le ruissellement économique fait que ça va passer dans leur poche à eux, puis dans leur poche à eux, à la fin, en fait, à la toute fin, les petites gouttes qui restent, ça arrive à nous, mais il n'y a presque plus rien. Donc, en fait, il faut essayer presque de hiérarchiser l'argent. Mhm. Nous, on le voit sur notre compte bancaire ou dans notre portefeuille. Et l'euro, en fait, il a tout un parcours qui vient de très, très haut. Et il faut le capter. Il faut le capter, en fait, pour changer sa position. Tu sais, dans le ruissellement économique, on est tout en bas. Bon, en fait, si tu comprends la hiérarchie économique, tu peux aller te placer avec les actionnaires, tu peux te placer avec les détenteurs de créances obligataires, tu peux juste te positionner à des endroits où l'argent, il arrive. Mhm. Tu vas acheter des actions, je sais pas, à Louis Vuitton, bah tiens, tout d'un coup, tu as de l'argent qui arrive, tu as des dividendes qui arrivent. Mhm. Trimestriellement, on te distribue de la thune. Bon, ben voilà, tu t'es positionné à un autre endroit. Mhm. Et ça arrive à toi. Ouais, complètement. Complètement. Bah, j'ai un pote qui appelle ça de la magie, quoi. Faire de l'argent avec de l'argent et Ouais, c'est de la magie, tu vois. c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et le magicien, Ouais. Donc, ouais, ouais, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on pourrait aborder parce que là, en plus, toi, tu connais très bien le sujet sur l'investissement. Moi, je suis un peu moins là-dedans. J'en ai un peu de l'invest, mais pas énorme. Et c'est un vrai sujet, tu vois, de commencer à réfléchir à l'investissement, à la culture financière, à se dire, OK, ben, par mois, simplement 10% de ce que tu gagnes, tu le mets dans l'investissement. Et puis, sur le long terme, regarde ce que ça va changer dans ta vie, quoi. Et effectivement, c'est pas, moi, honnêtement, je te le dis, c'est pas du tout une éducation que j'ai eue. Mes parents n'investissaient pas du tout. Alors que, au contrario, j'ai eu la chance de fréquenter quelqu'un qui, lui, depuis qu'il est enfant, on lui parle d'investissement. Écoute, à 18 ans, il avait déjà investi, je crois, dans une voiture de collection. Après, il a investi dans des tableaux. Il a incroyable, investi dans les murs d'un restaurant, etc., etc. Et moi, pour moi, c'était nouveau. Je fais, trop mais sérieux? bien. Je fais, ouais, là, j'avais 2500 € de côté. Je l'ai mis sur la bourse pour tester des trucs, etc. Et, Incroyable. incroyable. L'expérience que lui se fait, mais dès le plus jeune âge, en fait, ça va le porter tellement loin. Mais Parce que complètement. c'est aussi ça le truc. C'est plus tu comprends tôt que ton argent doit travailler et pas en fait stagner. C'est comme de l'eau, hein. Mm. Il y a une flaque qui stagne, et l'eau elle devient sale, elle est moins belle. L'argent, c'est comme l'eau. Ça doit en fait transiter, ça doit bouger, ça Ouais, doit jamais être stocké parce que l'eau, à un moment donné, elle meurt, elle se ouais, dégrade. ouais, je Donc suis il faut d'accord. la remettre, faut la réinjecter dans le circuit.
Donc, ça implique de gagner de l'argent et ça Mm. implique de dépenser de l'argent. Mm. Je pense que nos parents, ce sont les enfants de la génération d'avant. Ils ont connu la guerre, ils ont été très protectionnistes, on Mhm. capitalise, on épargne au cas où. C'est Le ça. au cas où, je l'ai entendu souvent. Je pense qu'en fait, l'argent, ça doit juste couler, fluidifier, circuler, pas n'importe comment, mais ça doit circuler. Ouais, je suis d'accord. 100%. Les épargnants, en fait, qui stockent énormément, ils sont déjà, ils perdent de l'argent en ayant l'impression qu'ils en gagnent. C'est ça aussi qui est Mhm. marrant. Mm. Euh, mais les épargnants sont pas les grands vainqueurs à la fin de la guerre. Non. Les épargnants sont ceux qui se sont fait le plus niquer, mais ils ont l'impression d'être safe. Et Mm. de nouveau, je pense que ça répond à beaucoup de peur et j'en veux pas. Mais épargner, très bien. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait avoir son niveau zéro. Donc, c'est le montant d'épargne minimale que tu dois avoir pour te sentir safe. Et le surplus, en fait, t'en fais ce que tu veux. Dépense, tu te fais kiffer. Ou en fait, si t'es intelligent, tu vas aussi aller en investir une partie. Et quand tu as ton épargne, quand tu as un portefeuille d'investissement qui travaille, immobilier, art, finance, tu commences déjà à avoir une deuxième sécurité. Ouais, Et à un moment donné, en fait, tu te sens plus serein. complètement. Moi, je pense qu'avoir bien géré l'argent, c'est s'offrir la paix. Ouais. C'est s'offrir la paix de se dire, purée, je peux ne pas travailler pendant un an ou deux dans la merde Mm. et en fait quand même subvenir à mes besoins. 100%. Et donc, tu t'offres la paix, C'est ça. tu t'offres la détente mentale. Exactement. Exactement. C'est pour moi le plus important dans l'argent. Tu vois, récemment, il m'est arrivé, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, mais récemment, il m'est arrivé deux, trois choses comme ça où voilà, j'ai perdu de l'argent comme ça. Ouais, voilà, j'ai potentiellement perdu. C'était pas des grosses sommes, tu vois, des 300 euros, des 400 euros par-ci, 300 euros par-là, parce que voilà, il y a des choses qui n'étaient pas faites comme elles auraient dû, ou des fois même j'avais raison, mais bon, bref, il fallait du temps avant que. Eh ben, j'étais tellement zen, mec, j'étais en mode, ah, c'est bien, allez. Je continue de faire ma vie, tu vois, je m'en tapais, mais genre comme de l'an 40, tu vois, vraiment. Et à un moment, tu sais, Oui, je très fais, bien. tu vois, je fais un, bon, je vais pas dire le montant là, parce qu'après on va me dire que je flex, mais bon, j'ai fait un virement de plusieurs milliers d'euros, tu vois. Et en gros, le truc, il était en attente, tu vois, en attente, en attente. Et en vrai, je leur ai mis la pression pour être sûr qu'ils ne me le bloquent pas, tu vois. Mais moi, intérieurement, j'étais, m'en tape, tu vois. Et je continuais à vivre ma vie, tu vois. Et ça, ce plaisir-là de se dire, OK, ça va, je suis suffisamment à l'abri pour me dire que je suis plus dépendant de ce type de somme au quotidien, ça te met, ça t'enlève un stress. Moi, sincèrement, je pense que c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie d'avoir de l'argent. C'est, je veux plus vivre dans le stress. Tu vois, j'ai pas envie de me dire, OK, demain, comment je vais faire pour payer ceci? Ça me rend fou, ce genre de stress. Je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu parce que ça a été hérité de mes parents. Donc, je comptais tout. Je comptais tout, Ouais. ça allait pas, ça allait pas, ça allait pas, tu vois. Et là, je veux une zénitude totale. Je veux même pas ça, je veux même pas y penser, tu vois. Mais je pense que tu fais partie de la catégorie de gens où moi je peux peut-être te classer. Il y a des gens, en fait, ils veulent de l'argent parce que ils peuvent s'acheter des trucs, ça leur donnera la reconnaissance, le statut, etc. Et puis, en fait, il y a des gens, ils veulent de l'argent juste pour plus penser à l'argent. Hmm, Et quand on a suffisamment, tu n'es plus obligé d'y penser constamment. exactement. Euh, tu vas faire tes courses, tu vas réserver tes vacances, Exactement. tu vas aller au restaurant. Tu vas pas dire, putain, moi, est-ce que je peux y aller? Est-ce que ça rentre dans mon budget? Tu te permets de plus tout calculer. Hmm, Donc, tu te libères de l'argent en exactement. ayant de l'argent. C'est ça qui est dingue, j'ai l'impression, c'est que tu peux pas ne pas en avoir, mais tu peux pas non plus penser qu'à ça, Je suis d'accord. à juste milieu. Tu dois travailler pour en avoir, et quand il est là, bon, ben, très bien, il est stocké, il travaille. Je suis sûr qu'il y en a plein qui travaillent, ils se demandent même plus combien j'ai gagné, ou non, je travaille, ils font leur kiff. T'as le comptable qui s'occupe de suivre évidemment toutes les dépenses et tous les flux de trésorerie. À un moment donné, le but, c'est de travailler juste parce que tu kiffes ça, t'es bon. Exactement. Là. Et tu sais que derrière, l'argent, il va rentrer. Je pense que Exactement. c'est comme ça que tu peux être le plus performant, quoi. 100%. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je préfère mille fois avoir ce mindset-là et être raisonnablement à l'aise financièrement, mais pas forcément ultra riche à gagner des centaines de millions d'euros, que quelqu'un
qui a peut-être, je sais pas, 50 millions d'euros, mais qui est toujours en train de chercher à aller faire plus, comment je peux faire plus, etc. Toujours concentré sur le futur, comment faire plus. C'est un enfer. C'est une course qui s'arrête jamais. De toute Ouais, façon, tu rencontres toujours plus riche que toi. Donc, ça s'arrête jamais. Et moi, je veux pas de ça. En fait, j'étais beaucoup dans ça au début. Bon, alors, à mon niveau, hein, je j'ai pas, j'ai pas cet argent-là, hein, mais à mon niveau, j'étais beaucoup dans, voilà, il faut que je fasse plus parce qu'il y a un tel qui fait blablabla, me comparer sans arrêt, mais regarde, lui, il a 20 ans, il fait ça. Maintenant, je m'en tape. Juste, est-ce que aujourd'hui, mon indice de bonheur, il est élevé? Et si la réponse, elle est oui, très bien, je suis content. Continuons. c'est le seul indicateur important, purée, c'est est-ce que je me sens bien? Exactement. Et on l'oublie tous, on parle Ouais, de thunes, on en a parlé la dernière fois, purée, Mm. on se perd en fait. Ouais. On se perd dans la quête de la quête de la performance, dans la Mm. quête de la comparaison. C'est ça. Il y a la plus grosse, Ouais. on regarde. Mhm. Finalement, qui est le Ouais. plus heureux? Ouais. Celui qui, celui qui vit sa vie, qu'on a plus rien à foutre de rien et juste il aime ce qu'il fait, Ouais. ou celui qui va toujours regarder à gauche, à droite. Ah ouais, purée, sa voiture, elle est plus grosse que la mienne. Ah Mm. ouais, purée, il a une belle montre, fait chier, moi j'ai une petite montre. Mm. Oh, ses vêtements, il s'habille bien. Oh, Mm. son entreprise, elle a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires de plus que la mienne, fait chier. Mm. Tu les Ouais. vois, Ouais. et ils sont pas heureux. Et ils Non, sont pas heureux parce qu'ils regardent toujours à gauche et à droite. Et en exactement. fait, ils travaillent cet aspect matériel, visible. Mm. Et je pense que 100%. le grand travail, il est invisible et il est immatériel. Complètement. Et les Mais réseaux sociaux amplifient ça énormément aujourd'hui. Énormément. T'es toujours, moi, je vois tous les moments où j'étais moins, où j'étais presque un petit peu, tu vois, pas déprimé, mais pas bien, tu vois, dans ma vie, et mon énergie était plus basse, c'était parce que les réseaux sociaux me poussaient à me comparer sans arrêt. Et dès que j'ai coupé ça, je revivais ma vie tranquille, en dehors des règles, en mode zen. J'attirais les bonnes personnes dans ma vie. Enfin, tout allait bien, quoi. ouais, faudrait une bonne panne d'Instagram, Ouais, TikTok, Snapchat, tout pendant 1 an c'est ça. pour que tout le monde se retrouve, en fait. Bien sûr. Mais vraiment, hein. Bien sûr. Et tu Ah, verrais moi, qu'il je y a, serais il y a d'ailleurs. plein de choses qui s'arrêteraient du jour au lendemain. Par exemple, là, je balance le sujet là comme ça, mais par exemple, l'histoire de la guerre des sexes, hommes-femmes, machin et tout, ça, c'est amplifié à 1000% par les réseaux sociaux. Parce que dans Grave, la vie grave, de tous grave, les grave. jours, mon gars, moi, j'en fréquente régulièrement des femmes, dans la vie de tous les jours, amies ou relations, etc. Ça n'arrive pas. Je veux dire, ce genre de délire que tu vois sur les réseaux sociaux, de dingueries que t'entends, qui font les gros titres, ça n'arrive pas. En tout cas, j'attire pas ces femmes-là dans ma vie, jamais, tu vois. Et tu vois, c'est ça le truc, c'est que on dépeint une réalité qui n'est pas la réelle sur les réseaux sociaux, et tout le monde y croit, et donc se compare à ça, et à lui, il fait autant d'argent, ah, c'est comme ça, les relations femmes, c'est comme ça, etc. Et donc, du coup, comme c'est pas la réalité, il y a un moment, il y a une friction interne, tu te sens, tu te dis, ça marche pas, je me sens pas bien, etc. Parce qu'en fait, ce monde-là qu'on te vend, c'est pas du tout ce qui va te rendre heureux. C'est un monde fake créé sur du vent. Bah, c'est le monde, on l'appelle, il porte bien son nom, le monde de l'influence. Tu sais, Ouais, on est tous influencés, qu'on le ouais. veuille ou non, qu'on soit intelligent ou pas. On est Mhm. tous intelligents parce qu'on regarde et ce qu'on écoute. Ouais, Et tout le monde ne s'est jamais senti aussi intelligent qu'aujourd'hui, parce que tout le monde sait tout sur tout. On a accès au savoir en 2 secondes, et en fait, on pense qu'on sait. Mais on ne ouais, sait plus rien. exactement. On ne sait plus rien parce qu'on n'a plus de libre arbitre, et on n'est plus observateur, on est juste un réplicateur. Mhm. 100%. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était top de pouvoir faire ça ensemble. J'ai beaucoup apprécié notre échange. Bah, comme d'habitude, c'est le genre d'échange qu'on a de Ah, toute façon, même sans podcast, j'ai envie de te on dire. pourrait parler des heures, Jeff. Yes, c'est ça. Est-ce que tu sais dire où les gens peuvent te trouver aujourd'hui, si jamais, par exemple, ils ont envie de bosser avec toi, d'en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais? Ah, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, hein, Sur Thibaut LinkedIn. Vanimon. Ok. Je On suis le pas met- très actif, mais je suis Ouais, on le mettra en disponible. dessous. Euh, Ouais. donc, c'est à peu près tout. Honnêtement, je donne que ça. Ok. Ça C'est marche. suffisant pour me trouver. Yes. Bah, c'est assez cohérent avec ce qu'on vient de dire sur les réseaux sociaux. C'est plus que LinkedIn, donc ok. Ça Je suis marche. certainement un des Belges les moins actifs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est suffisant. Ok, ça marche. Bah écoute, super. Bah merci à toi en tout cas. Et puis, hâte de te voir pour un prochain épisode. Bah, pareil, Jeff. Merci pour ce moment de qualité habituel. Yes. Et on s'entend très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Ciao. Tous, Jeff.